Journée épuisante sous une chaleur accablante pour les travailleurs de la construction. Hier, j'étais allé me coucher direct. Après, il faisait bien trop chaud, tout le monde capotait. Aussi, ce soir. Tous les yeux sont tournés vers le Madison Square Garden pour le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce. Et Coupe du monde de soccer, est-ce que le Canada est prêt à affronter le Maroc demain? Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Encore ce soir, l'avertissement de chaleur est en vigueur pour Montréal, Trois-Rivières, Québec. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que ça achève. Dès demain, les températures seront plus agréables. En attendant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu chaud. C'est encore plus vrai pour ceux et celles qui travaillent à l'extérieur. Ma collègue Lily Mercure s'est rendue sur les chantiers de construction. On est à la place des Arts où il y a présentement 2 chantiers majeurs en cours. Un à l'édifice des théâtres et un au musée d'art contemporain. Hier, j'étais allé me coucher direct. Après, il faisait bien trop chaud, tout le monde capotait. C'est la grosse démolition qu'on fait que c'est quelque chose, la poussière et puis tout. C'est particulièrement difficile pour les travailleurs de la construction qui, dans certains cas, ont passé 3 jours avec des températures au-dessus de 30 degrés et un humidex qui tourne autour de 40. Bien, c'est vraiment les pauses de chaleur qu'on prend. C'est des petits 15 minutes aux heures peut-être. Est-ce que c'est demandé par l'employeur, ça, ou c'est par... Oui, puis c'est aussi demandé par l'agent de prévention. Il faut assurément que les employeurs mettent de l'avant des temps de pause, de l'eau potable à proximité. J'en donne souvent un exemple, là, 34 ans, un coffreur dans la région de Québec, qui ont pris ça à la légère, puis se prendra ta pause tantôt, est prévu, continue un petit peu. Puis il était trop tard, il a subi un coup de chaleur, ils l'ont rentré à l'air climatisé, la température corporelle a continué à monter, puis malheureusement, il est décédé. Fait que tu sais, jeune, âgé, en santé, pas en santé, tout le monde est exposé. Mais à la place des Arts, il n'y a pas juste les travailleurs en construction, il y a tous ceux qui œuvrent pour le Festival international de jazz de Montréal, qui se conclut d'ailleurs demain. Et j'ai un parasol où je cherche l'ombre. 3 jours comme ça, c'est comment? C'est canicule tous les jours. Hier, il a fait une température intense. Et on a presque 4 saisons pendant la journée. Là. C'est la pluie, c'est le vent, c'était vraiment terrible. Donc, par moment, là, quand c'est très chaud, ça fait un peu de douleur à la tête, c'est tout. Très difficile, mais quand même, on est obligé de faire la tâche. Est-ce qu'après plusieurs jours, on commence à ressentir des conséquences physiques, par exemple? Oui, la fatigue, elle est trop prononcée au bout du 3e, 4e jour cette semaine. Vraiment, c'était très dur de continuer la journée. Et j'ai eu du mal à dormir même le soir. Mais quelle est la responsabilité de l'employeur pour s'assurer de la sécurité de ses employés? Eh bien, on a posé la question à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. C'est de mettre en place un plan d'action pour les journées chaudes, informer et former les travailleurs. Il faut fournir de l'eau fraîche en quantité suffisante et encourager une consommation régulière. Il faut favoriser un travail en équipe. Éviter le travail en solitaire pour être en mesure de détecter rapidement les premiers signes et symptômes d'un coup de chaleur pour soi-même, mais aussi pour les collègues. La température devrait redescendre demain pour se situer sous la barre des 30 degrés, de quoi réjouir de nombreux travailleurs. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Par ailleurs, les violents orages d'hier ont fait des dégâts partout dans la province, notamment dans les Laurentides, la Naudière, la Mauricie. Un peu moins de 6 000 foyers sont toujours sans électricité ce soir, donc ça s'améliore. Il y a toujours des branches d'arbres, des toits arrachés, donc l'heure est encore au nettoyage. Au Moyen-Orient, maintenant, les funérailles du guide suprême iranien Ali Khamenei vont avoir lieu demain. L'ayatollah est mort en février dernier dans des frappes israélo-américaines. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont attendues pour l'occasion et il pourrait s'agir du plus grand événement de l'histoire de la République islamique d'Iran. Lila Mouche. Les autorités estiment qu'entre 15 et 20 millions de personnes vont s'y déplacer. Le pays compte 90 millions de personnes, c'est quand même un sérieux ratio. D'ailleurs, ces funérailles avaient été retardées parce que les combats n'étaient pas terminés. La dépouille donc de l'ayatollah Khamenei est exposée à Téhéran avec les autres membres de sa famille et eux aussi tués lors des frappes aériennes de février. Le cortège funèbre traversera ensuite Téhéran et le corps sera transporté vers plusieurs lieux saints en Iran comme en Irak. Des responsables russes, chinois et pakistanais se seraient d'ailleurs rendus
vue sur place. C'est donc un événement d'envergure. J'en ai parlé avec un ancien diplomate canadien auparavant au Moyen-Orient. C'était le leader incontesté de la République islamique depuis 37 ans. Il était un important leader politique, évidemment, pour l'Iran, mais aussi un leader religieux, un leader militaire. C'est aussi, il faut quand même dire que pour une grande partie des gens, des Iraniens pauvres en Iran, et il y en a beaucoup, c'est une espèce de figure emblématique, de figure paternelle qui protégeait la nation. L'expert qu'on vient d'écouter s'interroge, est-ce que le régime va utiliser cet événement à son avantage? On disait que après la guerre, ceux qui étaient renforcés du conflit, c'était les gardiens de la révolution. Alors tout le volet militaire de l'appareil d'État iranien, et que peut-être que les religieux allaient perdre du terrain. Alors on peut se demander si justement ils n'utiliseront pas ces funérailles pour essayer de renforcer le message que c'est encore les mollahs qui sont à la tête. Les aéroports internationaux et nationaux de la capitale seront donc fermés durant les jours des funérailles et des jours fériés ont été décrétés dans les villes que traversera la dépouille de Khamenei. Par ailleurs, demain, ce sera le 250e anniversaire des États-Unis, des festivités qui se déroulent dans un contexte où la population est plus divisée que jamais. Selon un récent sondage Gallup, seulement la moitié des Américains se disent très fiers d'être Américains. Certains vont même jusqu'à demander un changement de citoyenneté. Sabrina Rivet. Et déjà déposé le dossier. Leslie Choquette, une Américaine du Massachusetts, a fait une demande pour recevoir sa citoyenneté canadienne. Depuis le mois de décembre 2025, le projet de loi C3 a mis fin à la règle qui empêchait les Canadiens nés à l'étranger de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants aussi nés à l'étranger. Donc maintenant, une personne qui peut prouver une filiation directe avec un ancêtre canadien peut potentiellement réclamer sa citoyenneté. Et c'est le cas de Leslie Choquette. Du côté paternel, les Choquettes, Joseph Choquette a quitté Marieville avant 1870, au tout début du grand exode des Canadiens français. Et elle est loin d'être la seule. En près de 4 mois, selon Immigration et Citoyenneté Canada, un peu plus de 4000 personnes ont été reconnues citoyennes par filiation en vertu du projet de loi C3. De ce nombre, 48 % des demandes provenaient des personnes nées aux États-Unis. Quand j'ai fait faire ma photo de citoyenneté, la salle d'attente du studio photographique était remplie de gens qui tous voulaient avoir une photo pour la citoyenneté canadienne. Est-ce que le climat actuel aux États-Unis pousse les citoyens à penser davantage à tenter d'obtenir leur citoyenneté canadienne? Le peuple américain a toujours été divisé sur des questions. Il y a toujours eu des combats politiques, il y a toujours eu des interprétations du passé qui allaient dans des directions très diverses. Je dirais que le pays est plus divisé qu'il n'a jamais été, oui. Les personnes qui présentent aujourd'hui une demande de preuve de citoyenneté peuvent s'attendre à un délai de traitement d'environ 12 mois. Par exemple, quand je voyage en France, je préfère avoir un passeport canadien. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Et il y a d'autres célébrations ce soir qui viennent peut-être même un peu écarter le 250e anniversaire. C'est le mariage de la superstar Taylor Swift et du joueur de football Travis Kelce. La grande fête se déroule en ce moment même au Madison Square Garden à New York. Et on en parle tout de suite avec le journaliste culturel Henri Arnaud. Bonsoir, Henri. Bonsoir Marie-Claude, plaisir. Alors, grosse célébration. D'ailleurs, on comprend qu'ils se sont dit oui, là, finalement. Ils se sont dit oui, et puis alors Hollywood est bien représenté avec la myriade de stars, les amis de Taylor, comme Selena Gomez, Hugh Grant, Camila Cabello, Dakota Johnson, Ed Sheeran, qui sont tous présents. Mais c'est l'acteur comique Adam Sandler qui a marié le couple. Donc littéralement, si depuis 48 heures ici à Los Angeles, dans les aéroports privés, on voit des dizaines de jets avec toutes ces stars partir pour New York, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont tous en ce moment au Madison Square Garden pour célébrer avec le couple cette union. Et il n'y a pas tant d'images qui sortent de ces célébrations-là. Il faut dire que c'est très secret présentement.
Et c'est aussi bien qu'on se parle depuis Hollywood ce soir ensemble pour ça, c'est parce qu'il semblerait que depuis une semaine, toute l'équipe technique de la tournée de Taylor Swift installe du matériel, des caméras, du matériel sonore. Et comme les invités n'ont pas le droit de filmer, pas de photos, pas de selfies, ça ne surprendrait personne ici dans l'industrie du cinéma qu'on ait un film documentaire. Taylor a déjà fait 2 films, ou une mini-série comme elle a fait l'année dernière, pour retracer un petit peu toute cette aventure. On pourrait même voir des duos, car tu le sais, la rumeur dit que plusieurs artistes comme Stevie Nicks ou Ed Sheeran vont chanter avec Taylor ce soir, d'ici 4 heures du matin, car la soirée est prévue pour se prolonger très très longtemps. Oui, alors il faudra être patient, donc on aura peut-être accès un jour à cette cérémonie. La presse américaine parle du mariage du siècle. Selon toi, est-ce que c'est ça? C'est certainement, en tout cas, le mariage de l'année, puisque tu parlais au début des 250 ans des États-Unis et des énormes célébrations qui sont prévues, notamment dans la capitale à Washington. Il semblerait que le président Trump prenne très très mal ce mariage de Taylor Swift, qui lui vole la vedette, alors que demain, le 4 juillet, Donald Trump a prévu un grand discours. Il pensait que tous les médias allaient le suivre. Entre toi et moi, je pense que durant tout le week-end, ce qu'on va surtout entendre aussi bien à Los Angeles que dans le reste de l'Amérique du Nord, c'est les détails que des invités vont pouvoir dire en sortant très très tard cette nuit sur cette grande fête et cette union entre Taylor et Travis. Oui. Et il y a quelques détails qui sortent au compte-gouttes. Bon, on sait que ça va coûter plus de 20 millions de dollars. Qu'est-ce que tu sais de ton côté en terminant? Écoute, c'est simple, hein? Le meilleur homard du monde est servi au menu ce soir. C'est du homard québécois. Ouais, on est bien fiers de ça. On sait aussi... Ah bah c'est tout à fait normal. Et puis on sait aussi que pour conserver une image politique relativement certaine par rapport à toutes ces dépenses du couple, on a Travis et Taylor qui ont distribué à peu près 24-25 millions de dollars à de nombreuses associations. Et ça, c'était pour éviter les critiques, car du côté de Manhattan, il y a énormément de restaurants et de bars qui ont dû fermer, car les routes qui emmenaient au Madison Square Garden étaient totalement impossibles à la circulation. Donc, encore une fois, une dépense énorme. Ça n'a pas fait des heureux. Merci beaucoup, Henri. À la prochaine. Au plaisir. À la prochaine. Bonne fin de semaine. Et y aura-t-il bientôt trop de satellites dans le ciel pour voir les étoiles? On fait le point là-dessus après la pause. Parlons maintenant de la Coupe du monde de soccer. Les Canadiens ont tout un défi qui les attend demain. Le Maroc, 6e tête de classement. Est-ce que l'Unifollier est prêt à affronter les Lions de l'Atlas? J'en ai discuté un petit peu plus tôt avec l'analyste sportif Vandré Lefebvre. On vous parle maintenant de la Coupe du monde de soccer parce que le Canada affronte demain le Maroc en 8e de finale. On est déjà très content d'être rendu là. On accueille tout de suite avec nous Vandré Lefebvre, ancien joueur de l'Impact, aussi analyste sport à RDS. Bonjour Vandré. Bonjour. Alors, on s'attend à quel genre de match demain? Est-ce qu'on passe au travers de la 8e de finale? Un match à élimination directe, donc un match sans lendemain. Il y a une des deux équipes, elle est plus là à la sortie. Pour ce qui est du Canada, ça va être compliqué, il ne faut pas se mentir. On affronte une équipe de classe mondiale. Le Maroc, c'est... Pour moi, c'est 7e au classement FIFA, une des équipes qui m'a le plus impressionné collectivement depuis le début du tournoi. Ils viennent d'éliminer un autre des favoris, la Hollande, les Pays-Bas, dans un match âprement disputé qui s'est fini au bout des prolongations, au tir au but. Ça va être compliqué. On va affronter une équipe qui joue un foot qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Mais quand le match va commencer, il y a 0-0. Oui, puis on se débrouille assez bien jusqu'à présent. Est-ce que tu es surpris qu'on soit rendu jusqu'ici? Non, pas surpris. Je pense que c'était attendu. L'équipe canadienne, maintenant, elle a franchi un cap depuis plusieurs années qui fait qu'il y avait de bonnes raisons d'espérer qu'elle sorte du groupe, de bonnes raisons d'espérer qu'elle franchisse ce 16e de finale contre l'Afrique du Sud. Ils l'ont fait de main de maître. Maintenant, je dirais que c'est le premier gros test de calibre mondial. Pour ce gros test-là, est-ce qu'on s'attend à voir Alphonso Davies un petit peu plus sur le terrain? Un petit peu plus, je serais étonné de le voir titulaire, je serais étonné de le voir partant. Pour moi, en regard de sa blessure, ça fait 2 mois qu'il était hors des terrains. Le fait qu'il soit rentré, c'est bon signe. Je pense encore à m'attendre le voir venir du banc. Est-ce qu'au lieu de lui donner 25-30 minutes comme c'était là, on pourrait le voir à la mi-temps? Ça, c'est pas impossible. J'aurais du mal à le voir être là pour plus que 60 minutes, 90 minutes. Moi, j'ai envie qu'on parle aussi de notre gardien québécois, Maxime Crépeau. Est-ce qu'il est prêt à bloquer les tirs du Maroc?
Il va être sollicité, Maxime, ça c'est sûr et certain. Après, il répond présent. C'est l'une des grosses satisfactions du côté canadien depuis le début du tournoi. Il a été décisif, a permis dans le dernier match notamment de garder le blanchissage. Il y a des attaquants de classe mondiale qui s'amènent devant lui demain. Ça, c'est sûr qu'on a besoin d'un Maxime Crépeau en grande forme. Gros match, on croise les doigts. Merci beaucoup, Vandré. Avec plaisir. On te suit dès demain sur RDS. Super. Imagine regarder le ciel et ne plus être capable de trouver les étoiles. C'est ce qui pourrait arriver si on continue d'envoyer des satellites dans l'espace. Bon, on n'est pas encore rendu là, mais une étude européenne qui sonne l'alarme sur le nombre grandissant de satellites en orbite. Éventuellement, on va en arriver au point où on va être capable de voir plus de satellites artificiels que de vraies étoiles dans le ciel. En ce moment, il y a plus de 14 000 satellites actifs autour de la Terre. Le problème, c'est que ce chiffre pourrait monter à 1,7 million avec les projets actuels comme Starlink et Reflect Orbital. Les satellites en orbite autour de la Terre peuvent refléter la lumière du Soleil et deviennent un peu comme des étoiles artificielles. On estime qu'environ 30 % des données astronomiques sont déjà affectées par des traînées laissées par des satellites. Évidemment, ça affecterait les passionnés d'astronomie. Au Québec, on compte 28 clubs amateurs et plus de 2000 participants, mais ça pourrait aussi toucher les gens de tous les jours. Mais il y a aussi un enjeu de danger. Donc, avoir toute cette pollution lumineuse, ça a des effets sur la santé humaine, sur aussi le comportement des animaux. On peut penser aussi aux pilotes qui sont en aviation dans le ciel. Et juste le fait d'avoir autant de satellites, ça augmente incroyablement beaucoup le risque de collision entre satellites dans l'espace. Et ça peut causer un effet domino qu'on appelle le syndrome de Kessler. Et toi, penses-tu qu'il faut limiter le nombre de satellites? De nombreux lieux de culte ont été contraints de fermer ces dernières années faute de moyens. La basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal a plutôt trouvé une façon pour le moins originale de préserver son patrimoine. Marie Cassimard. Mathieu, on s'est donné rendez-vous à la place d'Armes devant la basilique Notre-Dame pour parler de cette grande restauration de la basilique, un lieu culte. On a commencé par la façade en 2020. Là, on achève la tour Est. Et là, normalement, pour la première fois depuis 10 ans, à la mi-septembre, la façade va être libérée complètement. Si vous regardez en haut, le haut de la tour est complètement blanc. Ce sont toutes des pierres neuves. On se fait interrompre par la plus belle des mélodies. C'est de la pierre de Saint-Marc, c'est de la pierre sédimentaire. Avec le temps, il y a de l'eau qui rentre entre les couches. Des fois, on retire la pierre, puis on pense la conserver, puis elle se défait. OK. Donc là, on la change. Chacune des pierres est prise en considération à chaque fois que vous en déplacez une. OK, c'est tout un travail de restauration, ça? Tout à fait. OK, et c'est pour ça que vous avez lancé cette initiative Parrainer une pierre? Nous, ce qu'on s'est dit, comment faire en sorte que les gens deviennent des gardiens de Notre-Dame? S'approprient une partie du bâtiment, puis dire, moi, j'ai contribué directement. On s'est dit, pouvoir personnaliser un emplacement sur la basilique, donc une pierre, c'est émotif, ça crée un sentiment d'appartenance. On a les clés de la basilique. Là, on est où exactement? On est au 1er juillet. Donc, si vous regardez en haut, ça s'écaille. Donc, dans la mesure du possible, ce qu'on fait, c'est qu'on consolide puis on fait des retouches. On ne veut pas refaire le décor. Combien vous avez besoin? En 2026, près de 100 millions. Vous avez besoin de 100 millions. Mais les gens qui travaillent en patrimoine vous diraient que quand on ouvre un mur, on ne sait pas ce qui nous attend. À titre d'exemple, sur chaque tour qu'on a fait, on a changé 4 fois plus de pierres que prévu. C'est magnifique, hein? On est en haut du toit. On est derrière les créneaux qu'on voit de la façade où est la croix. Ça, c'est un exemple de restauration totale et non partielle, c'est-à-dire que toutes les pierres ont été remplacées Toutes les pierres ont été changées en haut. Comme vous voyez, les créneaux, les pinacles, c'est la partie la plus exposée aux éléments. Ça, c'est un exemple d'une pierre qu'on peut parrainer. Voilà. On peut y associer un message. Donc, le message est public si la personne le souhaite, sinon il reste privé. Elle peut le partager avec ses proches. En réalité augmentée, les gens de la place d'Armes, par exemple, en bas, avec leur téléphone, leur caméra, vont pouvoir voir quelle était leur pierre. En 2029, la basilique de Notre-Dame célébrera son 200e anniversaire. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.
Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Marie-Claude. Alors, on vient d'entendre la nouvelle chanson de Céline, finalement, qui est disponible en entier. On avait un petit aperçu plutôt cette semaine. Petit aperçu, mais là, elle est entièrement dévoilée. Cette deuxième chanson qui souligne ce retour de Céline. On avait eu Danson en avril, mais là, elle est de retour avec Bonjour, pardon, merci. Chanson qui a été écrite par le chanteur franco-libanais Ika, qui a écrit déjà pour plusieurs artistes comme Zaz. C'est lui qui est derrière son immense succès Si jamais j'oublie. Il a collaboré également avec Garou. Et là, vous voyez les images du visuel de la chanson qui a déçu quand même plusieurs fans de Céline. Il y en a plusieurs qui disaient « Ah, c'est amusé avec de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. » Non, non, ça vient d'un véritable artiste en animation graphique qui a conçu le clip. Et cette chanson-là, vous allez pouvoir la retrouver le 4 septembre prochain sur ce vinyle qui va vous offrir également la chanson Danson. Et on y va avec une suggestion de sortie, le festival Montréal Complètement Cirque bat son plein. Ça a commencé hier, cette 17e édition de Montréal Complètement Cirque. Et j'étais à la première à la Tohu de La Chute des Anges, spectacle que vous pouvez voir jusqu'à dimanche. C'est complètement magnifique. Les artistes de cirque, c'est aussi des athlètes. Ça vaut la peine d'y aller en famille, d'initier les enfants aussi. Il y a plusieurs nouveautés, entre autres, en fin de semaine, durant toute la durée du festival, là, la Circothèque qui se passe derrière la grande bibliothèque. Il y a des performances, des ateliers pour vous initier à cette discipline qu'est le cirque. Ça se passe dans différents lieux de Montréal. Plusieurs spectacles qui sont complètement gratuits. J'ai rencontré Lisanne Richard, l'ambassadrice du Festival Complètement Cirque. Voici ses deux coups de cœur de la programmation. J'ai vraiment hâte de voir parce que c'est comme mon parcours des dernières années. Là. Il y a vraiment une analyse de la haute performance sportive, puis la gestion de la peur, la gestion du risque. Il y a 20 Years Later aussi, c'est un duo de femmes qui parlent de leurs 20 années de travail dans le cirque à travers la maternité, puis comment tout ça a évolué. Donc moi, je suis maman et artiste de cirque, fait que là, je me suis sentie interpellée. Et il y a d'autres festivals ailleurs, entre autres à Saguenay. Oui, à Saguenay, il y a la noce, spectacle de Claude Pelgag. Et hier, de passage à la noce, il y avait entre autres angine de poitrine. Grand phénomène qui a atteint quand même 4500 personnes à Saguenay. Et là, le groupe qui sera de passage à Trois-Rivières, au Festival de Trois-Rivières, quand même, la capacité du site là, qui est d'environ 3000 personnes. Donc, on a renforcé la sécurité pour angine de poitrine. Grand phénomène à voir ce soir au Festival de Trois-Rivières. Les foules partout. Merci, Raphaël. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin. Ce soir, on continue de surveiller le spectacle d'angine de poitrine qui connaît un succès mondial. D'ailleurs, on vient d'avoir accès à ces images toutes fraîches de Trois-Rivières où on voit cette foule monstre qui attend. On parle de 3000 personnes qui font la file pour aller voir le groupe. Et la première dans la file atteint, imaginez, depuis 11 h ce matin. Avec là-dessus, bonsoir, bonne nuit, bon week-end tout le monde.